la belle organisation de ces réunions de section de Nice qui, je suis vraiment très satisfait. Nous en sommes tous très satisfaits. On toujours beaucoup de succès. Et écoutez, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir Mathieu Cousineau, président de la Chambre immobilière du Grand Montréal, et Éric Chambozon, son directeur général, qui nous ont réservé un accueil absolument extraordinaire lorsque nous sommes allés les rencontrer au mois de mai à Montréal. Et ça a été pour nous tous, pour l'équipe du bureau avec qui on était partis faire ce voyage, extrêmement enrichissant. On en a déjà parlé. Ça a été pour nous l'occasion de mener des réflexions sur le devenir de notre organisation qui a été suivie d'une prise de décision très rapide, puisque vous le savez, on en a déjà parlé, mais je vous le redis, nous avons pris la décision de faire évoluer notre organisation et de modifier nos statuts pour créer deux choses qui nous manquaient cruellement, ainsi qu'on a pu le constater lors de ce voyage à Montréal, ce qui nous a semblé vraiment très important, c'était le fait d'impliquer les collaborateurs d'agence dans le fonctionnement de l'organisation, d'association, et de mettre en place un système d'arbitrage. Donc, nous allons, le 30 novembre prochain, faire une assemblée générale extraordinaire, dans laquelle nous vous proposerons pour approbation des nouveaux statuts pour le MLS Côte d'Azur, qui impliqueront cette création du collège des collaborateurs et la création de l'organe arbitral de l'association. Peut-être que vous ne saisissez pas véritablement les enjeux qui sont liés à ces modifications de notre organisation, mais ce que je veux vous dire, et j'espère qu'à l'issue de la présentation que Mathieu et Éric vont vous faire tout à l'heure, vous allez en comprendre un peu plus les enjeux, c'est absolument clé. C'est une étape, c'est une première pierre absolument indispensable à une nouvelle dimension du MLS Côte d'Azur et de la collaboration interagence, parce que ce n'est qu'en mettant en place ce collège des collaborateurs, en impliquant véritablement chacun des collaborateurs, en leur donnant un statut, en leur donnant des outils de formation, en les faisant participer à la conception, à l'élaboration des règles et à leur compréhension, à leur appropriation par tous, qu'on pourra véritablement atteindre ce que j'espère est notre objectif commun à tous, qui est de faire en sorte que on est capable, on va y arriver, de faire en sorte que 100% des mandats de vente sur notre territoire soient des mandats exclusifs multidiffusés. C'est notre objectif, c'est notre volonté, et c'est extrêmement important de mettre en œuvre ce genre de modification de notre organisation pour pouvoir atteindre ces objectifs, parce que bien évidemment, la collaboration, elle se vit au quotidien par les collaborateurs, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font les échanges, c'est eux qui collaborent, c'est eux qui rendent des mandats, et c'est eux qui doivent avoir les bons outils, les bons arguments, et aussi la bonne représentativité vis-à-vis de leurs clients, vendeurs et acquéreurs, pour pouvoir généraliser et tuer enfin cette horreur, cette abomination qui est le mandat simple. Merci de votre attention. Je passe tout de suite la parole à Mathieu et Éric, et puis ils vont faire une rapide présentation du fonctionnement du MLS au Québec, et puis surtout on va ensuite pouvoir échanger avec vous et répondre à toutes vos questions. Merci en tout cas encore une fois Mathieu et Éric de votre présence ici. Est-ce que vous nous entendez bien si on parle Sans accent. Sans accent, là, ça sera pas possible. Est-ce que vous entendez bien ou on va dire le micro? On va dire Bonjour. On va changer Donc, je me présente Mathieu Cousineau, je suis président du conseil d'administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal. Je suis aussi dirigeant d'agence, donc on va, je pense, tout de suite mettre en présentation pour nous. Dans le fond, courtier immobilier, c'est vos agents commerciaux. Puis moi, je suis dirigeant d'agence, donc dans le fond, je dirige 220 agents commerciaux dans les secteurs de Montréal. Au Québec, j'ai la deuxième plus grosse agence immobilière, dans le fond, au Québec. Je vais laisser Éric se présenter. Bonjour, on est très content d'être ici. Merci beaucoup de nous accueillir. Vous nous réservez une bien meilleure température que ce qu'on a réservé à nos collègues. Ils ont eu de la pluie pendant 14 jours, hein, je crois.
Donc, je vous rassure, le Québec, c'est pas toujours de la pluie, on a aussi de la neige. Premièrement, désolé pour l'accent. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, Jean-Laurent commence à nous comprendre, donc vous pourrez intervenir, Jean-Laurent, et expliquer ce qu'on veut dire. Donc, on va se présenter ce matin. On va expliquer qui nous sommes, la Chambre immobilière du Grand Montréal. On va tenter le mieux possible d'expliquer comment fonctionne notre membership. On parle de membership de collaborateurs. Donc, on va faire une brève présentation. On devra probablement accélérer. On a beaucoup de matériel. Jean-Laurent nous dit une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes. Donc, Jean-Laurent, n'hésite pas à nous faire avancer. Donc, sans plus tarder, allons-y. Je vais reprendre mon verre d'eau. Tu veux y aller, Mathieu? Ou, vas-y. La chambre, nous on l'appelle la CIGM, qui est la Chambre immobilière du Grand Montréal, a été fondée en 1954. Donc, ce n'est pas d'hier que les collaborateurs collaborent, si on veut reprendre l'expression. Presque la totalité. C'est une adhésion volontaire, comme ici. Hein, en ce que je cherche, il n'y a pas d'obligation d'être membre ou adhérent chez nous. Mais la presque totalité. On a vraiment créé un besoin qui fait en sorte aujourd'hui qu'un courtier immobilier, donc un collaborateur, n'a peu de choix, surtout dans le domaine résidentiel, que d'être un client chez nous. On se parlera un peu plus de chiffres. L'immobilier structuré de notre façon, c'est assez commun en Amérique du Nord. On est la 3e plus grande chambre immobilière au Canada, la première étant Toronto, et nous sommes très près de Vancouver. Et on se situe au niveau du MLS, à peu près le 15e plus gros MLS en Amérique du Nord. Donc, on est quand même assez bien positionné. Et on va y revenir, on est une association d'agences et de courtiers. Donc, les deux catégories, on a deux catégories de membership, on y reviendra un peu plus tard. Donc, notre mission, promouvoir et protéger activement les intérêts professionnels et d'affaires de nos membres afin qu'ils accomplissent avec succès leurs objectifs d'affaires. Donc, c'est notre mission. Oui, concrètement, on veut aider nos membres à faire plus de sous, bien honnêtement, aller chercher. Jean-Laurent parlait de la guerre aux mendocins. Dans notre cas, cette guerre-là est résolue. Nous, c'est la guerre aux ventes privées. Donc, on travaille beaucoup à combattre les ventes privées, qui ont quand même un pourcentage, dépendant des régions, de 20 à 30% de ventes privées. Donc, on peut parler de 70 à 80% de ventes par les courtiers immobiliers, donc par le courtage. Je vais être très bref, on a une association canadienne, structurée au niveau canadien, une association provinciale, et il y a la Chambre immobilière. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a complètement à votre gauche 4 lettres qui disent OACIQ. C'est l'organisme d'auto-réglementation du courtage immobilier. C'est une branche gouvernementale, donc le statut de collaborateur est reconnu. Il y a une formation spécifique pour les courtiers immobiliers et il y a aussi une formation spécifique pour les dirigeants d'agence. Donc Mathieu a dû premièrement avoir sa formation de courtier et dans un deuxième temps avoir sa formation de dirigeant d'agence. Par la suite, c'est cet organisme-là qui émet les permis. Donc l'adhésion à l'OACQ, elle est obligatoire. C'est un bras gouvernemental. L'adhésion à la Chambre, elle est volontaire. Donc, nos deux catégories de membres, comme Éric disait tout à l'heure, on a les agences, on a environ 750 agences membres à la Chambre immobilière et on a environ 9300 courtiers qui sont membres au niveau de notre Chambre immobilière sur les 13 000 quelques là, environ au Québec. Donc, on a la plus grande Chambre immobilière au Québec. On reviendra un peu sur le volet, y voici, de la façon dont on est structuré. On parle de la Chambre immobilière du Grand Montréal. Dans les faits, on a structuré l'organisation de la Chambre en 3 parties. Le volet associatif, le volet technologique, centriste, qui est dans les faits notre MLS. Donc, les gens en Amérique, quand ils parlent du MLS du Québec, ils parlent de centriste. Et on a le collège qui est voué au volet formation. Tout ça est à la Chambre immobilière du Grand Montréal. Donc, on l'a vraiment structuré avec le temps. Au départ, on n'avait que la Chambre qui faisait les 3 fonctions. On a vraiment divisé les 3 fonctions pour que les gens associatifs, la défense d'intérêts, soient au cœur des préoccupations des gens qui sont à la Chambre. Centriste, c'est le MLS, la technologie, le collège, la formation. Donc, on va y passer rapidement.
Au niveau de notre conseil d'administration, donc on a 15 courtiers ou dirigeants d'agence qui sont membres du conseil d'administration. On est élus au niveau de nos membres. Donc à chaque année, on a des élections. Il y a environ la moitié du conseil d'administration qui est en élection chaque année. Ensuite, les présidents, vice-présidents et trésoriers sont élus parmi les administrateurs. Donc on a 2 élections pour se rendre à ces postes-là. Évidemment, nos administrateurs sont bien occupés. J'imagine que c'est la même chose ici. À date, je les ai vus très occupés. On a des comités d'audit, comités de gouvernance, comités de ressources humaines, comités électoraux, mais le plus important, c'est qu'on a un comité sur la pratique du courtage. Donc, on a un comité spécifique qui établit toutes les règles de collaboration. Donc, que ce soit quelle information doit être saisie dans une fiche, qu'est-ce qui est obligatoire, et on reviendra tantôt avec la méthode où on capte l'information. Donc, on a un comité spécifique qui établit des règles pour tout le Québec. Ça, c'est nous, entre nous. Ce n'est pas le gouvernement ne se mêle pas de la collaboration. Il laisse à la pratique, aux praticiens, de déterminer entre eux les règles. Donc, ils se réunissent régulièrement, je dirais presque à tous les mois, établissent des règles, les font voter par le conseil d'administration et sont appliqués dans les mois qui suivent auprès de l'ensemble des courtiers. Et je vous dirais, avec les années, les règles sont de plus en plus, sans vouloir dire sévères, parce qu'on n'est pas dans le mode de réprimande, mais on est dans le mode d'améliorer constamment la qualité de l'information pour que tout le monde en bénéficie. Donc, c'est le comité le plus important. Le reste, c'est des comités plutôt tactiques, si on veut. Lui, il est très stratégique. Nos 5 orientations stratégiques, comme Éric disait, on a un grand défi au Québec par rapport aux ventes par le propriétaire. Donc, promouvoir la valeur ajoutée des courtiers, c'est un de nos 5 orientations stratégiques. Défendre l'intérêt de nos membres et de la profession. On est actuellement en réforme de la loi, donc c'est nous qui s'occupons de défendre les intérêts des courtiers. Rehausser l'expertise des membres, mettre de l'avant et rehausser le professionnalisme des courtiers et anticiper et influencer les mutations de l'industrie et être précurseur de nouvelles façons de faire en immobilier. Oui, je vous dirais, le dernier point, probablement le plus motivant, c'est qu'on croit que c'est à nous à prendre le leadership, c'est à nous à faire avancer la profession et pas à attendre que les autres le fassent pour nous. Puis je vous dirais, c'est vraiment l'élément qui nous distingue des autres. Tout le monde veut mettre de l'avant le courtage, tout le monde veut oser le professionnalisme, mais pas grand monde veut vraiment influencer les façons de faire de demain. Ça prend du courage, ça change les habitudes, mais c'est la mission qu'on s'est donnée. Parfois, on se fait moins d'amis, mais au bout de la ligne, on va chercher des grands consensus et on avance. Je peux parler un peu de l'interne, hein, comme c'est moi qui est le directeur général. On a quand même une assez grande organisation. On s'est développé avec le temps, 100 employés environ dans toute l'organisation, divisés dans les 3 organisations que je vous ai parlé. Donc, le volet associatif, une trentaine d'employés, communication, relations de presse, relations publiques. C'est eux qui voient aux règles de gouvernance, aux règles de collaboration, parce que ça touche le courtage. Centris, c'est dans le fond, on vous le montrera tantôt avec quelques exemples. Centris, c'est le bras technologique qui fait en sorte que ça fonctionne. Si on a un bon système de collaboration, c'est assez incroyable les outils qu'on peut se doter. Si on n'a pas de système de collaboration efficace, les outils ne fonctionneront pas dans bien des cas. Et en dernier lieu, on en a parlé du volet formation. On a une quinzaine d'employés, une vingtaine d'enseignants qui voient à la formation de base. Donc, on a pris en charge aussi la formation de base. Et la formation continue, Mathieu pourra élaborer un peu plus. Oui, un petit peu tout à l'heure. Donc, au niveau de la relation avec les médias, la Chambre immobilière est un intervenant reconnu auprès des médias au Québec. On fait une publication mensuelle de nos statistiques immobilières, statistiques du marché. Et puis, c'est uniquement possible parce que finalement, en fait, dans notre système de collaboration, on a tous les données. Donc, on a des statistiques extrêmement précises et on devient à ce moment-là une référence incontournable au niveau des médias qui veulent diffuser les statistiques de marché au niveau du courtage. Ouais, c'est un bon exemple de la valeur ajoutée de travailler ensemble. On n'aurait jamais pu devenir une autorité en termes de marché si on n'a pas les données pour le faire. Donc, avec le temps, au début, on ne pouvait pas l'être, mais depuis une dizaine d'années, ou même 7-8 ans, on a vraiment maintenant une base complète. Les gens, on leur demande de rentrer l'information. J'entendais tantôt l'importance des fiches, là. C'est vraiment important parce que maintenant, c'est le courtage qui sont l'autorité en termes de marché immobilier, mais basé sur des vrais chiffres. Ce n'est pas des hypothèses. Oui, le marché va bien, on peut vous le démontrer.
Évidemment, on ne passera pas beaucoup de temps. On travaille beaucoup des campagnes publicitaires à la télé, à la radio, des panneaux pour mettre de l'avant. Sur la dernière mouture, l'immobilier n'est pas un jeu d'enfant, mais on en a eu plusieurs au cours des années. Au niveau du Collège de l'immobilier, le collège a été fondé en 1993. C'est la propriété de la Chambre immobilière du Grand Montréal, donc la propriété des courtiers, le Collège de l'immobilier. C'est le plus grand collège de l'immobilier au Québec. On forme environ 40% des étudiants qui deviennent courtiers par la suite au niveau du Québec en totalité. Donc, on a des formations qui sont à distance, virtuelles. On est vraiment équipé à ce niveau-là. Donc, le collège est très reconnu au niveau de ses formations. On offre aussi des formations continues aux courtiers. On a une obligation légale maintenant d'avoir un minimum de 18 unités de formation continue qui équivaut à 18 heures de formation continue sur 2 ans. Et le régulateur tente de vouloir augmenter ça graduellement. Donc, on offre aussi à nos courtiers, via la Chambre et le Collège, des formations continues pour qu'ils puissent atteindre les 18 unités. On terminera et on a quand même plusieurs étapes avec le volet centriste. Le centriste, comme je vous expliquais plus tôt, c'est le système de collaboration des courtiers. On offre des outils technologiques pour, dans le fond, faciliter la collaboration, ni plus ni moins. Mais à la base, il faut toujours se souvenir qu'il faut que les gens souhaitent collaborer. Vous avez probablement le même dicton que nous. On dit toujours que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, ce dicton-là, on le répète constamment. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Les gens nous regardent aujourd'hui et disent on était une petite organisation, mais tout le monde a compris que c'était ensemble. Des assemblées comme ça, on en a fréquemment. Les gens se tiennent, ils ont compris qu'on est compétiteurs quand on veut aller chercher le mandat, mais aussitôt que le mandat est donné, on est collaborateur. Ça, je voudrais, c'est l'élément qui revient. Fait qu'on a un grand esprit de collaboration, bien que les gens se compétitionnent, que ce soit les agences et les collaborateurs sur le terrain, c'est normal. Un exemple de ça, et Mathieu peut-être en parler un peu parce que tu as ton expérience. On a des chiffres, dans le fond, au niveau de l'importance de la collaboration. Vous voyez l'évolution des ventes au cours des années et aussi le pourcentage, dans le fond, qui se fait entre collaborateurs. Donc, c'est ce qui se passe là, chez nous. Même, j'ai calculé mon pourcentage avant de venir de mon agence à moi. Une de mes agences, dans le fond, et moi, j'étais plus près de 71-72% chez moi dans une de mes agences. Donc, c'est extrêmement fréquent la collaboration chez nous. C'est rendu vraiment, on en parlait tout à l'heure, on dirait que ça a toujours existé tellement que c'est rendu ancré. Et puis, ce que ça en fait en réalité, c'est que le client est vraiment au centre de la transaction. Donc, une fois que le client est mis vraiment au centre de la transaction, l'objectif commun, en fait, entre les deux courtiers, c'est de faire une bonne transaction pour les deux clients, autant le vendeur que l'acheteur. Donc, c'est ce qui fait que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien, preuve à l'appui. Oui, comme vous le voyez, les chiffres sont quand même importants. 80 quelques mille transactions qui passent par le réseau MLS à chaque année. Et pour être bien précis, 60% d'entre eux, il y a un courtier inscripteur qui a le mandat et un courtier collaborateur. Donc, c'est la preuve que le consommateur aurait probablement attendu beaucoup plus longtemps avant d'avoir sa vente ou aurait peut-être pas eu le même prix s'il n'y avait pas eu la contribution, les 13 000 courtiers qui travaillent à trouver un acheteur. Donc, les chiffres parlent par eux-mêmes. Ça varie de région en région, bien entendu, mais ça tourne autour de ça. Comme disait Mathieu, ça peut aller très loin. Je vais aller rapidement dans la boîte à outils. Ça va vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec un système qui fonctionne. On a une quinzaine d'outils performants, exclusifs aux courtiers, et toujours dans l'optique de mieux servir le client. Toujours. Nos décisions sont basées sur est-ce que ça l'aide vraiment mieux le client. On tente d'éviter le protectionnisme, ou on tente d'éviter les éléments qui disent « Ah, ça va être bon pour les courtiers ». Si c'est bon pour le client, premièrement, oui, ça peut être bon pour le courtier, mais il faut s'assurer que le client est toujours, comme disait Mathieu, au centre de nos préoccupations. Donc, une des clés, nous on l'appelle la saisie à la source, c'est où les gens entrent les mandats MLS. C'est l'harmonisation et la standardisation des données. J'en ai parlé rapidement tantôt. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne dans votre MLS. J'imagine qu'ils sont après vous de temps en temps. Vous standardiser, augmenter les standards, c'est la clé. Si tous les autres outils qu'on va vous montrer rapidement, si on n'a pas des standards, si on n'exige pas d'entrer une quantité quand même importante d'informations, ça va être très difficile de rehausser le professionnalisme et la collaboration. Donc,
notre premier niveau. Ce que ça fait toutefois, c'est que le public a confiance aux données. Nous, chez nous, c'est des données vérifiables, les courtiers sont responsables de ce qu'ils entrent, donc le public a confiance beaucoup plus qu'aux ventes privées. Vous verrez tantôt, on va vous montrer notre portail consommateur, ils le savent que cette information-là, elle est exacte et précise. Donc, autant les professionnels que le consommateur, ils voient. Bon, évidemment, ça nous permet d'avoir des engins de recherche, vous les avez. Donc, je ne m'éterniserai pas sur l'engin de recherche, mais ça nous permet surtout d'avoir des fiches descriptives de propriété très complètes. Et là, à partir de là, on peut faire plusieurs modèles. Évidemment, certains diront ouais, mais au consommateur, on ne veut pas lui donner toute l'information. Ces questions-là se posent chez nous également. C'est propre à chaque agence, vous le verrez, de déterminer l'information qu'il veut donner au consommateur ou non. Mais entre professionnels, il n'y a pas de cachette. Hein? On se donne l'information. Ça nous permet surtout, et nous étions à Rent hein, les 2 derniers jours, on a vu toutes sortes d'outils d'analyse comparative de marché. C'est ce qu'on appelle au Québec des ACM, des outils qui vous permettent d'établir la valeur d'un bien. On a vu plein d'outils, on trouvait ça un peu drôle que beaucoup de ces outils-là se basaient sur le marché, ou du moins ce qui était en vente. Ce qui était en vente, c'est pas nécessairement le prix qui est de la valeur, évidemment. Nous, avec une base de données, il faut rentrer les ventes. On a des millions maintenant de propriétés vendues. Ben, les courtiers qui représentent autant les vendeurs que les acheteurs, c'est rendu très commun. Ils arrivent avec un produit, avec tous les comparables, un établissement de prix, ça fait très crédible. Ce n'est pas ouais, vous voulez tel montant, mais je vais vous le démontrer. Et la même chose pour l'acheteur, qui par moment dit ah, c'est beaucoup trop dispendieux, mais donc les comparables se font pour les acheteurs et pour les vendeurs. Et c'est une pratique courante. Je ne vous dirais pas que c'est toujours le cas, il faut quand même être honnête, mais pour les vendeurs, c'est presque un standard. Pour les acheteurs, des fois, ça se fait rapidement, mais l'outil est disponible grâce au fait que vous avez, encore une fois, entré l'information. On a des outils de communication à partir du moment où vous collaborez, vous avez besoin d'avoir des outils pour communiquer entre vous. Les gens, quand on est arrivé avec ça, ils ont dit des coûts additionnels qui étaient minimes à l'époque, mais les gens disaient payer pour des outils de communiquer entre nous. Mais rapidement, ils ont vu le bienfait de pouvoir communiquer rapidement entre eux par des SMS, des notifications, des courriels. On a des outils extraordinaires de communication. Je pense que c'est 12 millions de messages qui se transigent par mois. Donc, c'est énorme. Les gens communiquent constamment, les demandes de visite. Le lendemain d'une visite de propriété, il y a un message automatique qui redemande le compte-rendu si l'autre n'a pas fait le compte-rendu. Donc, la collaboration est installée. Il y a des outils pour ce faire. Sinon, ça devient lourd à un certain moment donné. Donc, ça prend des outils. Juste ajouter sur ce point-là, pour l'agence, on disait qu'on avait dans le fond des services pour les courtiers et pour l'agence. Pour nous, au niveau des agences, en ayant 220 courtiers, c'est sûr qu'il y avait un volume d'appels extrêmement élevé. Ça a changé avec le temps parce que maintenant, tout le monde fonctionne avec l'outil. Donc, nous, ça nous permet d'offrir des services supplémentaires à nos courtiers parce que nos employés, on leur fait faire autre chose. Donc, à ce moment-là, plus de service pour le courtier. Il est finalement dirigé seulement sur le terrain. Le reste, au niveau de l'administration comme telle, on gère beaucoup plus que ce qu'on gérait il y a une dizaine d'années, quand on avait 100% des appels qui rentraient dans nos bureaux. Donc ça, c'est un élément important. Oui, souvent les dirigeants d'agence nous disaient mon personnel passe un paquet de temps à faire l'intermédiaire entre 2 agences, alors qu'il devrait servir les clients. Donc, avec ces outils-là. Et les outils sont aussi disponibles pour les agences. Donc, l'agence, pour communiquer avec son propre personnel, c'est le même outil. Donc, c'est pas différent. Donc, on offre des outils aux agences. Les agences, ils gagnent aussi. Souvent, on pense que dans un modèle, c'est les collaborateurs. Nous, c'est les deux. On fait des réunions avec les dirigeants d'agence, on offre des outils aux dirigeants d'agence. Après tout, les dirigeants d'agence, c'est eux qui ont l'organisation. Ils demeurent aussi, sinon plus, pertinents. Rapidement, les formulaires électroniques, c'est pas nécessairement un outil de collaboration à la base, mais ce que ça permet, c'est la signature électronique. Et là, tout le monde collabore. Au-delà de sauver du temps de transport, c'est surtout que les collaborateurs, quand un courtier inscripteur, courtier collaborateur, on a des signatures à faire, ça s'envoie immédiatement, tout le monde doit signer, quelques heures, quelques minutes, parfois plus tard, la transaction est complétée, l'offre d'achat est acceptée. Donc ces outils-là, sans avoir de système de collaboration, ces outils-là, ils sont... le formulaire, on pourrait dire que c'est pratique, certains en ont sûrement des formulaires électroniques. Mais si on veut que ça fonctionne bien, que ça soit vraiment efficace,
et démontrer qu'il faut que tu utilises un courtier, ça prend des outils comme ça. Nous, la signature électronique, je dirais 90% des courtiers utilisent ça dans surtout pour les promesses d'achat. Les gens sont à distance, il faut qu'ils fassent des contre-offres. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça ici, mais ça va vite. Donc, on ne peut pas se déplacer tout le temps et les faire signer. Donc, un autre type d'outil. Je terminerai peut-être avec notre vitrine consommateur, parce qu'ultimement, qu'est-ce que ça nous a aussi donné d'avoir tout, je vous dirais, dans le domaine résidentiel, on a 99% des mandats, ben, c'est qu'on a pu, je ne veux pas faire de jeu de mots, puis peut-être qu'il y a des gens ici qui vont être, je m'y lance, on a délogé les se loger, si on veut prendre l'expression. Parce que ça coûte une fortune, ces sites-là. On le vit en Amérique, hein, c'est pas différent, mais je dis c'est se loger au Bon Coin ou autre. Nous, si on regarde comment ça fonctionne, je vais faire un petit tour. Peut-être certains ont vu la présentation à l'automne passé, je vais faire un petit tour. Si on regarde comment ça fonctionne aux États-Unis, on a des Zillow, des Trulia, mais c'est comme ici. Hein, les gens, vous n'avez pas le choix de mettre ça, parce que les consommateurs recherchent sur ces engins-là. Vous devez mettre vos mandats là. Et qu'est-ce qu'ils font, ces compagnies-là? Ben, si vous voulez avoir vos leads, on dit les leads ici? Si vous voulez avoir vos leads, vous devez payer. Parce que, et payer de plus en plus. Et c'est au plus fort la poche. Hein? Celui qui va payer le plus va recevoir les leads. Celui qui ne paye pas n'aura pas les leads. Sur ses propres inscriptions. C'est un peu fou, mais c'est comme ça. Ils ont pris le contrôle du marché. Au Canada, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a un site realtor.ca. Ça nous appartient aux associations. Nous, centristes, on est un participant. On envoie les mandats des courtiers. Les données ne sont pas uniformes, toutefois. Plusieurs sources, les délais sont longs, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Nous, au Québec, ce qu'on a pu construire grâce à la base de données de collaboration, c'est des coûts faibles. Je dirais, on a fait le calcul. En ce moment, ça coûte au courtier immobilier 3 $ par mois avec illimité le nombre de mandats. Faites le calcul, 2 € à peu près par mois pour votre publicité sur Internet. C'est ridiculement bas parce qu'on est tous ensemble. Donc, les leads appartiennent aux agents. Si c'est votre mandat, vous recevez votre lead. Il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de frais additionnels parce que c'est notre système, comme si c'était un peu le vote. Les données sont en temps réel et on vous avez vu environ 89 000, 85 000 ventes par année. C'est parce qu'on reçoit environ 200 000 mandats exclusifs et partagés, bien entendu. Donc, de ceux-là, environ 89 000 sont vendus. Donc, un petit aperçu du site. Si vous voulez investir, on va faire notre pitch de Montréal. Si vous voulez investir au Québec, allez sur centris.ca. Vous pouvez le faire en groupe ou individuellement, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir centris.ca, ça va vous donner une idée. Mais l'élément intéressant, encore là, pour les agences, c'est que nous, on a mis le système en place qui fait en sorte que... Ah, il y a quelqu'un qui a un groupe Optimo. Hein? Ah oui? C'est le hasard. Je veux juste revenir peut-être, Mathieu. Nous, on a aussi pensé le site en fonction des agences, parce que les agences veulent se distinguer une de l'autre. Et c'est normal. C'est normal de se distinguer. Souvent, les gens, quand on pense à collaboration, c'est « j'aurais plus le moyen de me distinguer ». Donc, nous, dans notre site, on met une certaine information, hein, comme vous pourrez le voir si vous y allez, quand même assez sommaire. Et on dit pour plus de détails, allez voir la fiche détaillée. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend le consommateur et on dit vous êtes maintenant rédigé sur le site du courtier ou de l'agence immobilière et on tombe sur le site de l'agence. Donc l'agence peut capturer, peut faire ses promotions, peut se distinguer. Donc on ce qu'on considère le meilleur des deux mondes. On a un portail complet, mais qui permet toutefois aux agences de se distinguer. Et le résultat parle par lui-même. Si on regarde au Québec, c'est les derniers chiffres qu'on a au août 2017. Ils sont sortis à la fin septembre. On a 1 600 000 visiteurs au mois d'août dernier. Et on est de loin premier, mais il faut savoir qu'on n'a pas voulu mettre de nom parce qu'on ne veut pas mettre nos bannières ou nos agences en compétition publiquement. Mais on voit que le site numéro 2, c'est une bannière immobilière. Le site numéro 5, c'est le site canadien. 6, c'est une bannière. 8, c'est une bannière. 9, c'est une bannière. 10, c'est une bannière. 11, c'est une bannière. 14, c'est une bannière.
Donc, ça démontre qu'on se met de l'avant, bien entendu, Centris.ca, parce qu'on a l'ensemble. Oui? Est-ce que c'est les bannières? Ah, une bannière, c'est une agence. C'est une agence. Une bannière, c'est une agence. Nous, on les appelle les bannières, mais on pourrait comparer, parce que nous, par exemple, on va prendre, vous connaissez Remax, par exemple. Bon, Remax est très présent au Québec, Mathieu est chez Sutton. Ben, il y a plusieurs agences Sutton, donc ils se regroupent sous une bannière. Fait que, on pourrait dire que c'est des agences regroupées. Des regroupements d'agences. Des réseaux, mais il peut y avoir des firmes indépendantes, des grandes agences indépendantes. Donc, désolé. Merci, Stéphane. Donc, ce que ça a permis de faire, c'est... Puis le reste, les sites, à part le numéro 3 du Proprio, vous avez compris, du Proprio, donc c'est un site de vente privée. Donc, il est bien présent. C'est eux qu'on... Et le numéro 4, c'est les petites annonces. Ça ressemble un peu au Bon Coin, si on veut. C'est les petites annonces. Mais c'est la section immobilière, real estate, c'est pas le site au complet. Mais ça permet dans les 15 premières positions, le reste, Zillow, c'est le site américain, donc certains Québécois vont zioter aux États-Unis, mais le reste, chalet à louer, c'est des résidences secondaires, Walkscore, c'est un bidule, les maisons, c'est un blog. Sur les 15 premières positions, on pourrait dire qu'on permet, avec notre système, de mettre les agences, les bannières de l'avant, tout comme nous. Donc, on prend notre place, il n'y a plus vraiment de place pour les sites privés qui veulent faire de l'argent avec vous. C'est une de nos plus grandes réalisations. Mais ça prend du temps, hein? Il faut avoir une vision. Si vous pensez que demain matin, ça va fonctionner, ça nous a pris 5 ans avant de devenir numéro 1. C'est que depuis cette année qu'on est officiellement toujours numéro 1. On se battait avec les petites annonces l'année dernière. Avant, on se battait contre par le privé, par le propriétaire. Peut-être en terminant, on se sert aussi de ce site-là. On a un blog et on se sert de ce site-là pour mettre de l'avant le courtage. Donc, on met les petites annonces, on passe nos messages, comme on dit. Pourquoi les courtiers ont ça? On met un petit peu d'habitation, on met des statistiques, mais on se sert du site aussi pour passer nos messages. Ce n'est pas juste que des propriétaires à vendre, c'est nous qui le contrôlons, donc on décide ce qu'on met dessus. Donc, vas-y, ben non, Mathieu. Ben, écoutez, on va terminer sur cette diapo-là. En fait, le système de collaboration MLS, c'est 99% des mandats exclusifs qui sont dans le système. Comme Rick disait, c'est au niveau résidentiel, commercial, c'est un petit peu différent. On n'a pas la part de marché de 99%. Chaque courtier agence détermine le pourcentage offert aux collaborateurs. Donc, dans le fond, on est dans un marché de libre concurrence au Québec, donc au niveau du pourcentage de réflexion remis aux collaborateurs. Au niveau de Centris, c'est un coffre à outils pour augmenter la productivité des courtiers et agences. Ce coffre à outils-là est rendu possible à cause du système central, à cause des données qu'on détient, dans le fond. Puis le portail consommateur, ça réduit les frais de nos courtiers, puis ça augmente énormément leur visibilité et finalement leur chiffre d'affaires, on le voit par le paiement. Donc, merci énormément de nous avoir accueillis. Merci Mathieu et Eric. J'espère que dans toute cette présentation, il y a eu des sonnettes qui ont résonné dans vos têtes aux uns et aux autres sur tout un tas de sujets, que ce soit sur la formation, que ce soit sur la collaboration, que ce soit sur le portail B2C, que ce soit sur les règles collaboratives. Je pense que vous avez pu vérifier qu'il y a quand même énormément de similitudes dans l'esprit de ce qu'on est en train de mettre en place avec l'analyse Côte d'Azur. Par contre, bien évidemment, ce que nos amis ont réalisé au Québec est véritablement a step away, même plusieurs step away, mais qu'en tout état de cause, notre volonté, avec l'ensemble du conseil d'administration de l'analyse Côte d'Azur, c'est véritablement de s'inspirer de cette vision dont parlait Mathieu tout à l'heure, pour continuer à faire évoluer, à faire grandir l'analyse Côte d'Azur. Et moi, je suis vraiment très heureux de ces échanges parce que ça nous permet véritablement de nous montrer le chemin, de voir où on peut aller ensemble, à condition qu'on s'en donne les moyens, à condition qu'on mette en place les bonnes stratégies, les bons outils, la bonne dynamique. Et ce que je peux vous dire, c'est que on a vraiment beaucoup
beaucoup de satisfaction à échanger avec nos partenaires. Et au-delà de la satisfaction, on envisage de mettre ensemble un certain nombre de moyens en commun. Et on sera amené dans les semaines et les mois qui viennent à vous présenter des projets sur lesquels on travaille avec Mathieu et Eric en commun, sur la formation, sur l'utilisation des stats, sur les règles, sur la déontologie, sur un certain nombre de sujets, et y compris également sur la dynamique B2C. Donc on travaille d'ores et déjà à ces sujets en commun, et on est très confiant dans le fait que cette collaboration qu'on a initiée avec la Chambre immobilière du Grand Montréal va nous permettre demain de vous apporter une meilleure visibilité sur ce que va devenir le MLS Côte d'Azur et sur les outils qu'on va pouvoir mettre à disposition. Voilà, je n'en dis pas plus, je suis sûr que vous avez plein de questions, donc la parole est à vous. Ou alors vous êtes complètement assommés là. Pas tous en même temps. Yes. Oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas très bien compris, c'est au niveau du pourcentage que l'on reverse aux confrères, au moment de la collaboration, donc au moment de la vente. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un minimum ou un maximum, ou c'est selon le bien qui est plus facile, qui est plus ou moins facile à vendre? En réalité, au Québec, on a une réglementation par rapport à la concurrence, donc on ne peut pas fixer les taux. Donc, chaque courtier, chaque agence est à même, dans le fond, de fixer le taux qui va revenir aux collaborateurs. Par contre, effectivement, dans certains cas, selon certains biens, c'est plus facile, moins facile à vendre. Des fois, ça peut jouer au niveau du taux. La seule chose que je peux vous mentionner, en ayant été courtier, moi aussi, avant d'être dirigeant d'agence, c'est aujourd'hui, le taux est un élément pratiquement aussi important que le prix au niveau de la commercialisation. Dans un système de collaboration global, les gens ont plusieurs options, faire visiter plusieurs propriétés à leurs clients, et en bout de piste, ça peut faire en sorte d'aider une transaction quand un taux au collaborateur est plus adéquat, plus élevé. Mais effectivement, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, c'est fixé avec le client, avec l'agence, mais il y a certains modèles d'affaires, il y a certaines normes dans les agences, dans le fond, qui se sont installées, mais il n'y a pas de minimum, pas de maximum, c'est vraiment légiféré à ce niveau-là. On pourrait dire qu'il y a une pratique qui s'installe, puis pour nous, c'est un sujet qu'on ne peut pas discuter, parce que le gouvernement fédéral, à cause du bureau de la compétition, nous empêche de même d'en discuter. Fait que, bien à vous si vous pouvez établir des règles. Nous, dans notre cas, ce n'est pas possible, mais il y a effectivement des standards établis sur le marché, donc il y a quand même, on pourrait dire, un standard qui gravite autour du 50-50, mais ça peut être un peu plus, un peu moins. Là. Puis ce qui est aussi très intéressant, qui est arrivé dans les dernières années, c'est l'obligation dans nos contrats de courtage, dans nos mandats, de divulguer aux propriétaires vendeurs le montant qu'on allait remettre aux collaborateurs. Donc ça, on est obligé de le divulguer depuis un certain nombre d'années. Et ça l'a aidé au niveau de la collaboration, parce que c'est sûr et certain, quand c'était laissé au courtier, le propriétaire-vendeur était des fois pas au courant, dans le fond, du montant qui était versé au collaborateur, et ça pouvait nuire, dans certains cas, à sa revente de propriété. Nous, peut-être, ce qui est différent, c'est que comme on ne légifère pas ça, on ne sait pas le pourcentage qui est donné, parce que la seule information qu'on a, c'est ce qui est donné. On ne sait pas combien le mandataire a reçu. Nous, on ne le sait pas au niveau de la MLS. Donc, on dit, on donne tant, en pourcentage ou en montant, mais on ne sait pas combien il a reçu. Donc, on peut supposer de la pratique, parce qu'on parle avec des gens, mais on n'a aucune information sur combien le courtier inscripteur ou celui qui a le bien à vendre, combien il reçoit, on n'a pas l'information. D'autres questions sur le principe de fonctionnement?
Moi j'ai une question, je voudrais savoir pourquoi vous ne partez pas sur la base de 50-50 qui est, à mon sens, une facilité pour la collaboration. On ne peut pas, légalement, on ne peut pas. Au Canada et aux États-Unis, en Amérique, je ne peux pas parler pour les autres pays, mais au Canada et aux États-Unis, on nous empêche, à cause de la libre concurrence, d'établir des taux. C'est même interdit d'en discuter, puisqu'on est une association de concurrents, nous, c'est pas permis. Donc, on ne dit pas que c'est bon ou mauvais, on peut juste dire qu'on n'a pas le droit d'en discuter. Une autre question dans la salle, non? Ok. On va vous remercier encore une fois. Donc si vous avez compris le principe, pour nous, MLS Côte d'Azur, c'est effectivement de faire entrer les collaborateurs un peu plus dans le fonctionnement global de l'association et qu'ils soient au centre aussi de l'association comme ils le sont au MLS Québec. Voilà, merci encore une fois à vous. On peut les applaudir bien fort. Donc je me permets de vous parler juste de la prochaine réunion avant de vous libérer. Alors notez bien que c'est le deuxième vendredi du mois de novembre, le 10 novembre, et on fera un point un peu plus poussé sur tout ce qui est audit et modération, et surtout savoir un petit peu ce que deviennent les mauvais élèves, on va dire, et quelles sont les sanctions appliquées, puisque je sais que vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce qu'il se passe après. Et les bons aussi. Voilà. Et on peut parler des bons élèves aussi. Et des bons élèves aussi. On parlera des bons aussi. Voilà, merci à vous. Au mois de novembre.